Dans les milieux écologistes, et plus particulièrement parmi celles et ceux qui vont jusqu'à une critique de la croissance, on entend parler à la fois d'objection de croissance et de décroissance. Quelle distinction peut-on faire entre objection de croissance et décroissance? Cette question est pertinente aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'elle a toujours été pertinente. Et qu'elle soit pertinente en plus dans tous les contextes et dans tous les milieux. Première idée, est-ce qu'il est vraiment utile de faire ce type de distinction en face de personnes qui seraient des adorateurs de la croissance? Est-ce que ça sert de dire « Ah ben non, vous savez, moi, je ne suis pas objecteur de croissance, je suis décroissant ». Quelqu'un qui dit « Ah ben non, moi, je ne suis pas vraiment décroissant, je suis simplement objecteur de croissance ». Cette distinction, elle n'est pas toujours pertinente. Donc, suivant les contextes, il faut varier. Et puis ça ne sert à rien de faire des distinctions qui peuvent faire apparaître des disputes pour rien, qui sont souvent des disputes internes dans l'entre-soi. Ce n'est pas, politiquement pertinent. Maintenant, ce qu'on peut quand même dire, c'est que si on regarde historiquement, on peut quand même s'apercevoir que pendant un certain temps, il n'y avait aucune distinction entre objection de croissance et décroissance. On peut lire les livres des premiers objecteurs de croissance décroissants. On peut lire par exemple Serge Latouche ou Paul Ariès, mais on peut s'amuser à relever, s'apercevoir qu'une fois sur deux, sans qu'on puisse relever une justification explicite, une fois sur deux, on écrit objection de croissance ou on écrit décroissance. Les deux termes semblent totalement interchangeables. Et historiquement, par exemple, quelqu'un comme Vincent Chénet, casseur de pub, objecteur de croissance, le journal de la décroissance, tout cela est effectivement confondu. Et c'est une bonne chose, c'est la grande famille au sens large des objecteurs de croissance, c'est-à-dire qui pensent que la croissance n'est pas la solution, mais que la croissance est un problème. Ceci étant dit, qui est plutôt gentil, qui permet de voir tous ensemble, il n'est pas inutile de faire des distinctions. Et d'abord, là aussi, même historique. Par exemple, pourquoi? Parce que ce que techniquement on peut appeler décroissance, par rapport à l'objection de croissance, c'est que l'objecteur de croissance se contente de dire il faut arrêter la croissance, halte à la croissance, c'est le titre du rapport Meadows, alors que les décroissants, eux, ne disent pas simplement halte à la croissance ou adieu à la croissance, mais ils disent non, 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 non. La croissance a dépassé les plafonds, et ces plafonds, ils sont, indiqués par l'empreinte écologique. La croissance a dépassé les plafonds. Ce dépassement fait que la croissance est un mode de vie, de production qui n'est pas soutenable, et que ce qu'il s'agit de faire politiquement, c'est de repasser sous les plafonds. Et c'est ça la définition technique, politique, de la décroissance. Comment repasser sous les plafonds de la soutenabilité écologique. En rajoutant aussitôt quand même comment repasser démocratiquement. Il ne s'agit pas de repasser provisoirement ou sous la contrainte, par exemple, d'une pandémie, parce que dans ces cas-là, ça peut s'appeler une récession, mais repasser volontairement, de façon choisie, c'est la décroissance. Seulement, une fois que l'on a dit ça, il faut se mettre tout de suite à nuancer. Dans les années 70, l'empreinte écologique, c'est-à-dire la capacité que la planète a de reproduire tout simplement les, entre guillemets, ressources dont nous pouvons avoir besoin, depuis les années 70, l'empreinte écologique du monde, de la planète Terre, a évolué. Dans les années 70, on est grosso modo autour de 1. C'est-à-dire qu'on a un mode de vie, un mode de production, un mode de consommation soutenable. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 1,9. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous consommons par an une planète, 7 ou 8 ou 9, en fait, bon, suivant les calculs, ce qu'on intègre, etc. On prend l'empreinte écologique de la France. L'empreinte écologique de la France, c'est 2,9. Si tous les habitants de la Terre vivaient comme des Français, il faudrait 2,9 planètes pour vivre de façon soutenable. Donc on voit bien qu'on est passé des années 70 à une empreinte écologique de 1 à aujourd'hui une empreinte écologique qui arrive au 2.
C'est ce qui fait que le jour du dépassement, qui mesure, qui indique là aussi comment la planète, les modes de vie ne sont plus soutenables, on est autour du milieu de l'année. Puisqu'on est autour de 2, on est entre juillet et août pour le jour du dépassement. Donc il y a une évolution. Et cette évolution fait que il faut quand même modifier nos définitions d'objection de croissance et apporter la subtilité de la distinction de la décroissance. Dans les années 70, on pouvait être objecteur de croissance, de dire j'objecte à la croissance, il faut arrêter la croissance. À partir des années 90, 1990, là, on ne peut plus se contenter de dire halte à la croissance. On dépasse à 1,2, 1,3, 1,4 des années 2000. Et donc là, à ce moment-là, il faut dire non. C'est comme quelqu'un qui doit s'arrêter à la gare. Il est en train, le train doit s'arrêter à la gare. Et puis le train, dans les années 70, il s'arrêtait à la gare. À ce moment-là, il fallait dire bon, stop, le train ne redémarrera pas. Oui, mais dans les années 90, le train, il ne s'est pas arrêté à la gare, il s'est arrêté 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres après la gare. Alors être décroissant, c'est dire bon, non. Le train, il faut que tu recules de 300 mètres, de 200 mètres, 200 mètres. Et c'est ça fondamentalement être décroissant. Réfléchir aux formes d'organisation de la vie sociale, de nos rapports à la nature, au vivant, pour que l'on puisse, respecter la capacité de charge de la planète Terre. Et puis, il y a quand même, me semble-t-il, une troisième étape, et des gens comme Pablo Servigne et Raphaël Stevens l'ont bien vu dans Comment tout peut s'effondrer, dans leur livre où ils présentent la collapsologie. Même si la décroissance, ce n'est pas la collapsologie, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, il n'empêche que ce qu'ils disent doit être pris en compte et doit, à mon avis, de l'intérieur, modifier même ce que nous disons en tant que décroissants. Pendant longtemps, même les décroissants les plus durs, ceux qui disaient il ne s'agit pas d'arrêter, mais il faut repasser sous les plafonds, en fait, nous avions une vision encore un peu naïve du dépassement des seuils. Nous pouvions croire qu'on dépasse le seuil, comme je le disais tout à l'heure, le train, devait s'arrêter devant le quai de la gare, et puis il l'a dépassé d'1 kilomètre. Bon, on lui fait faire une marche arrière, il fait 1 kilomètre de marche arrière, et puis il revient en face du quai. Ce que les collapsologues apportent conceptuellement comme idée, c'est qu'il ne faut peut-être pas trop dépasser ni de trop, ni trop longtemps. C'est l'exemple qu'ils prennent dans leur livre des lapins. Prenez un champ, je dis n'importe quoi, d'1 hectare sur lequel il peut y avoir 100 lapins. C'est pas très embêtant si on passe à 103, 104 lapins. Le jour où on s'aperçoit que le champ ne peut supporter que 100 lapins, on tue les 3 lapins, on les mange si on veut, et on redescend à 100 lapins. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on n'est pas à 100 lapins. Nous, aujourd'hui, on est à 190 lapins. Le problème, c'est que les 190 lapins, si on laisse, ils vont être 200, 210, 300, et ils vont épuiser le champ. Ça veut dire quoi, ils vont épuiser le champ? Ils ne vont pas simplement se contenter de se nourrir du champ, ils vont se nourrir sur plus que ce que le champ peut fournir. Ce qui fait que si un jour on s'en aperçoit et qu'on tue 200 lapins, pour redescendre, on était à 300 lapins, pour redescendre à 100 lapins, même les 100 lapins qui restent n'ont pas suffisamment pour continuer à vivre écologiquement et socialement de façon responsable. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a des limites que l'on a peut-être trop dépassées, qui sont des seuils, des crans d'arrêt avec des effets cliquets, qui font que même si on repasse sous les plafonds, c'est trop tard. On a tellement dépassé qu'on n'a pas simplement détruit la vie, on a détruit les conditions même qui permettraient à la vie de se reproduire et de redémarrer. En disant cela, je me rends bien compte que tout le monde se dit, mais alors c'est qui les lapins? C'est qui les lapins? Alors on dit, les lapins, c'est qui le champ? Le champ, c'est la planète Terre, et les lapins, c'est nous. Et là, à ce moment-là, parmi les décroissants, on peut arriver à une pente glissante. La décroissance réduite à la décroissance démographique. Alors là, moi, je vais prendre mon point de vue, mais qui est le point de vue de Vincent Chénet. Moi, j'aime beaucoup l'expression de Vincent Chénet. Le problème, ce ne sont pas les automobilistes, ce sont les voitures. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est les modes de vie.
Aujourd'hui, des chiffres montrent que même avec de l'agroécologie, on pourrait peut-être nourrir 15 milliards. Et on pourrait monter à 15 milliards d'êtres humains. Alors évidemment, 15 milliards d'êtres humains qui circulent en SUV, qui veulent prendre l'avion pour aller en vacances, qui veulent changer de portable tous les 6 mois. Effectivement, là, il ne peut pas y avoir 15 milliards d'êtres humains. Mais avec une vie plus sobre, avec une vie à taille plus humaine, on n'a aucun problème pour vivre à 15 milliards. D'autant plus, je rajoute, que les derniers chiffres de la démographie mondiale montrent qu'en réalité, toutes les projections qui annonçaient 9 à 10 milliards d'êtres humains autour de 2050, 2060, 2070, il semblerait, vu les projections, et la démographie est une science qui fait des projections et qui est capable d'avoir des choses assez bien, il semblerait qu'en réalité, autour de 2050, la population mondiale va commencer à décroître. Ce qui fait que la pression démographique, elle va décroître. Ce qui est à la fois une bonne nouvelle, parce que ça va alléger la pression que la population humaine exerce sur la Terre, mais pour nous, décroissance, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'au fond, si spontanément la population mondiale baisse, alors certains vont dire, alors pourquoi baisser les modes de consommation? Et c'est là où, il faut se redemander, au fond, pourquoi est-ce qu'on est décroissant? Pourquoi est-ce qu'il faut repasser sous les plafonds? Pourquoi est-ce qu'il faut même faire attention à ce que les plafonds ne soient pas des seuils? Et si on les dépasse pendant trop longtemps, alors ces effets cliqués feront qu'il n'y aura pas les conditions de perpétuation, même de l'espèce humaine. Et certains vont même jusqu'à dire, après tout, l'espèce humaine pourra disparaître, et alors, en quoi ça serait, embêtant? C'est là où, là c'est peut-être ma position personnelle, moi je défends la décroissance comme humanisme. Tu définis la décroissance avec des indicateurs, mais finalement en faisant ça, en utilisant le PIB par exemple pour penser la décroissance, est-ce que tu restes pas prisonnier du monde de la croissance et de ses concepts? Oui, alors ça c'est une critique qu'on entend très très souvent, à savoir qu'en définissant la décroissance comme le contraire de la croissance, comme la croissance est économique, on resterait prisonnier d'une vision économique ou économiciste du monde. Alors je pense que cette critique, elle n'est pas pertinente, pour deux raisons. La première raison, c'est que ces indicateurs, ce sont des indications. L'empreinte écologique, c'est une indication. Le PIB, c'est une indication. Je vais prendre l'exemple du PIB. Les deux, le PIB et l'empreinte écologique, les deux sont critiqués. Mais je vais rester sur le PIB. On connaît la critique, même un élève de terminale, en cours de SES, de sciences économiques et sociales, il a à un moment 1 heure de cours sur le PIB et de critique du PIB. Et quand on regarde dans un manuel d'économie de terminale série ES, on va voir que le PIB, c'est pas bien parce que c'est un indicateur global. On connaît tous l'exemple que pour le PIB, par exemple, un accident, c'est mieux qu'il y ait des blessés que des morts. Parce que des morts, ça rapporte un petit peu, mais des blessés, c'est quand même beaucoup mieux, surtout si c'est des blessés graves qui vont vivre longtemps et qu'il va falloir prendre en charge longtemps. C'est très bon pour la croissance du PIB. Alors c'est typiquement l'argument qu'on trouve dans les manuels, celui que je viens de donner à l'exemple, dans les manuels de SES, pour dire, vous voyez, le PIB, c'est pas bien, c'est inhumain, etc. La critique, il faut l'entendre, elle n'est pas idiote, mais en réalité, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Ces indicateurs sont des indications. Ces indications sont des indications globales. Ça veut dire quoi, les indications globales? Ça veut dire qu'en réalité, on prend tout. Alors on connaît des gens qui nous disent « Non, mais ça, c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est défendre juste une décroissance sélective. Il y a des choses qui doivent croître, il y a des choses qui doivent décroître. » Alors d'abord, à eux, on leur dit « Et vous avez le critère de ce qui doit croître et de ce qui doit décroître? Vous avez un critère qui va être acceptable par tout le monde et démocratiquement acceptable par tout le monde? Est-ce que les désirs des uns ne vont pas être les besoins des autres? Est-ce que les besoins des uns ne vont pas être les désirs des autres? Comment ça va jouer? Donc, pas facile à maintenir l'exigence démocratique en voulant faire une décroissance sélective. Mais surtout, faisons une expérience de pensée. Imaginons un monde merveilleux où nous ne produisions que des choses décentes, responsables, justes, et que l'on mesure avec l'indication du PIB ce que nous dépensons.
Et on s'aperçoit qu'on est toujours au-dessus de, ce qui est écologiquement soutenable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, comme c'est bien, il faut continuer à produire ça? Ah non, non, non. Même si, nous ne faisons que des choses merveilleuses, humainement décentes, si on dépasse le PIB et si on dépasse ce qui est écologiquement soutenable, il va falloir décroître. Et là, il n'est pas question de dire on va sélectionner. Quand bien même nous aurions sélectionné et que nous nous retrouvions uniquement avec de bonnes productions, si ces productions dépassent ce qui est soutenable, il faut décroître. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, pour l'objection de la décroissance sélective, c'est qu'en gros, il y aurait des choses qui sont bonnes à croître et des choses bonnes à décroître. Et cette échappatoire, en quelque sorte, de la décroissance sélective, elle rejoint ces gens qui disent vous, les décroissants, quand vous vous définissez par rapport à la croissance, ce n'est qu'économique. Non. Ces gens-là semblent avoir oublié quelque chose. Oui, la croissance, c'est ce qui est mesuré par cet indicateur économique qui s'appelle le PIB. Oui, nous, les décroissants, nous rajoutons l'empreinte écologique. Oui, nous, les décroissants, nous rajoutons la corrélation entre le PIB et l'empreinte écologique. Oui, nous, les décroissants, nous ne croyons pas qu'il pourrait y avoir un décrochage entre la hausse du PIB et la hausse de l'empreinte écologique. Oui, nous, les décroissants, nous ne croyons pas à ce que la technologie puisse permettre de continuer à croître économiquement tout en baissant écologiquement l'empreinte. Nous ne croyons pas à ça. Ça ne veut pas dire que nous détestons la technique, ça dit juste que nous ne croyons pas aux fables de la technique. Mais une fois que l'on a dit ça, ce n'est pas encore suffisant. Il faut rajouter l'idée que quand on est dans le monde de la croissance, bien sûr on met en avant la croissance économique. Sauf qu'il faudrait quand même s'apercevoir que le monde de la croissance économique est le monde dans lequel l'économie a absorbé la société. C'est-à-dire que, je dirais, dans un monde normal, il y aurait encore de l'économie. Mais l'économie ne serait qu'une petite partie de la vie. C'est ce que j'appelle, moi, remettre l'économie à sa place. Aujourd'hui, l'économie, elle n'est pas à sa place. Elle prend toute la place, la première place. Tout aujourd'hui est ramené à l'économie. Pour le dire autrement, l'économie de la croissance produit une société de croissance, un monde de la croissance. La croissance est son monde. C'est-à-dire que la croissance, c'est aussi des modes de vie, des spiritualités, des façons de vivre ensemble, des façons de maltraiter ou de traiter la nature. Enfin, c'est véritablement une philosophie, en quelque sorte, une idéologie globale du monde. On peut même aller jusqu'à dire que c'est presque une surprise. Au départ, quand moi, par exemple, je publie Politique de la décroissance, dans lequel j'essaye de construire ce que veut dire la distinction entre objection de croissance et décroissance, au départ, je crois que cette distinction n'est qu'un petit problème. Qu'en fond, mes amis objecteurs de croissance, qui veulent arrêter la croissance, ont juste oublié qu'il faut il ne faut pas simplement arrêter la croissance, il faut repasser dessous. Et c'est là où je m'aperçois que les choses sont un peu plus vastes que ça. Alors, je prends l'image, par exemple, du plombier. Au départ, je crois qu'être décroissant, c'est comme un plombier qui intervient dans une maison pour réparer une fuite d'eau. Et en réalité, être décroissant, c'est s'apercevoir que je viens comme plombier pour réparer la fuite d'eau. En fait, je m'aperçois qu'il ne s'agit pas simplement de réparer la fuite d'eau, il faut peut-être aussi remettre en question ce que c'est notre consommation d'eau, c'est-à-dire se poser même la question des besoins de l'eau, et ce qu'est l'eau, et ce qu'est, une société qui est basée sur le gaspillage de l'eau. Autrement dit, un décroissant, c'est quoi ? Un décroissant, c'est un plombier qui vient chez vous pour réparer le robinet et qui finit en vous faisant la leçon pour vous dire que vraiment votre gestion de l'eau, elle est inhumaine. Et là, vous le foutez à la porte parce que vous ne l'avez pas payé pour ça, il n'est pas pour vous faire la leçon. Donc le décroissant, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un d'assez désagréable.
Et, sauf que le décroissant, c'est un peu malgré lui, qu'il s'aperçoit que le problème de la fuite d'eau, c'est pas simplement que le robinet coule, c'est que même quand le robinet ne coule pas, et que l'usage que nous faisons de l'eau est un gaspillage. Eh bien, c'est exactement pareil, on sort de la métaphore, de l'image, quand on passe au monde de la croissance. C'est-à-dire que la croissance, c'est pas simplement une croissance économique. C'est aussi un monde dans lequel l'économie domine la société. Être décroissant en ce sens-là, c'est donc refuser cette domination de la vie sociale par, alors la vie ou la non-vie d'ailleurs, économique. En termes plus politiques ou marxistes, c'est refuser la marchandisation de tout ce qui fait la vie. Nos vies ne sont pas des marchandises. Et donc repasser sous les plafonds, ça ne peut pas être juste un souci technique, un problème technique, mais ça doit, en fait, c'est refaire un monde. Comment tu dirais ? Alors là, ça c'est énorme. C'est refaire un monde. Oui, sauf que, est-ce qu'on refait le monde en un claquement de doigts ? D'où on part ? Là, c'est pas évident du tout. C'est là où je me suis aperçu que quand on regarde la grande famille décroissante, on va trouver des fratries, des cousins. Moi, j'aime bien utiliser, en jouant un petit peu sur les sons, la distinction entre rejet, trajet, projet. Quand je me demande quel est l'objet de la décroissance, je m'aperçois que dans la famille décroissante, il y a des gens qui s'arrêtent au rejet. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui ne va pas dans le monde de la croissance, ils le rejettent. Ils sont, nous sommes, je suis avec eux, anti-OGM, anti-nucléaire, anti-nanotechnologie, anti-5G, anti-Linky. Ça, il n'y a aucun problème. Sauf que, pour le dire très simplement, être anti est nécessaire, mais il ne fait pas une politique. Ne fait pas une décroissance politique. Donc il y a malheureusement des décroissants qui ne sont que dans le rejet. Ils sont contre, ils sont toujours contre. Alors, après on trouve une deuxième famille décroissants, alors c'est pas exclusif, hein, on peut être tout à la fois, qui est moi ce que j'appelle le projet. On trouve des décroissants illuminés, qui sont absolument persuadés de savoir ce monde, cet autre monde. Hein, ils rêvent d'un autre monde. Hein, nous aussi, nous rêvons d'un autre monde. Cet autre monde, alors comment le penser ? C'est là où c'est difficile. Il y a deux façons de penser le projet. Il y a la façon binaire. Le projet, c'est exactement le contraire du rejet. Puisque je suis anti-nucléaire, il n'y aura plus de nucléaire. Je suis d'accord avec eux là-dessus. Puisque le travail est une aliénation, il n'y aura plus de travail. Ah, c'est peut-être un peu plus compliqué. Puisque l'État aujourd'hui, l'appareil d'État est au service des puissants, un monde de décroissance, il n'y aura plus d'État. C'est plus compliqué. Aujourd'hui, les institutions sont au service des dominants. Nous voulons abolir les dominations. Est-ce que nous vivrons sans institutions ? Ça, c'est une façon assez binaire de définir le projet, juste comme le contraire de ce que l'on rejette. Les décroissants, moi, j'aime bien dire qu'ils ont une vision du projet qui est plus compliquée que ça. Bien sûr, il faut sortir de ce que nous rejetons. Mais on ne va pas le faire par un saut. Donc il va se poser la question du trajet. C'est-à-dire, entre ce que nous rejetons et ce que nous projetons, entre nos critiques et nos rêves, il va falloir une démarche. Il va falloir ce qu'on appelle une transition. Tu auras peut-être l'occasion de me reposer des questions là-dessus plus tard. Moi, je pense que la décroissance, c'est exactement ce trajet qui permettra démocratiquement de rejeter ce monde de la croissance pour viser un monde dont nous rêvons, que nous projetons, mais qui ne sera pas purement et simplement le blanc de ce qui aujourd'hui est noir. Ça va être un monde beaucoup plus de camailleux, grisâtre, ou très coloré d'ailleurs.